À 14h31, le 11e jour de la guerre, l'USS Abraham Lincoln encaisse le coup que l'Iran cherche à porter depuis le 28 février. L'explosion qui déchire sa section avant est visible depuis chaque bâtiment du groupe de frappe. Un éclair blanc, suivi d'une colonne de fumée noire qui s'élève à plus de 60 mètres au-dessus du pont d'envol avant que le vent ne la disperse. Les équipes de contrôle des avaries sont en mouvement avant même que la fumée ne se dissipe. L'alarme d'inondation retentit dans tous les compartiments avant à 14h30 et 1 minute et 44 secondes. Et sur le pont d'envol, directement au-dessus du point d'impact, un FA-18F Super Hornet est positionné sur la catapulte, moteur en marche, pilote aux commandes, attendant le signal de lancement que l'officier de pont donne à 14h32 minutes et 11 secondes, soit 40 secondes après l'impact du missile. Parce que le pont d'envol de l'Abraham Lincoln ne s'arrête jamais. Parce que le commandant n'a jamais donné l'ordre de suspendre les opérations. Et le Super Hornet s'élance dans le ciel de l'après-midi au-dessus de la mer d'Arabie, comme si rien ne s'était passé. Cette image, un porte-avions qui catapulte un appareil 40 secondes après avoir encaissé un missile, est précisément celle que les planificateurs iraniens n'ont jamais intégrée dans les 2 années qu'ils ont consacrées à concevoir l'arme qui vient de le frapper. Il y a 3 jours, l'Iran a annoncé que ses forces missiles restantes ne tiraient plus que des ogives pesant plus d'1 tonne. Cette annonce était un signal de désespoir déguisé en escalade. Un aveu que tout ce qui était plus léger avait échoué, que les nouveaux missiles, les Shahed et les drones avaient été interceptés, brouillés ou retournés. Qu'il ne restait plus qu'une seule voie, les armes les plus lourdes encore disponibles. Le Sagil 3 est la réponse iranienne à ce problème. Un missile balistique biétagé à propergol solide, portant une ogive unitaire de 1100 kg, soit plus d'1 tonne d'explosifs concentrés dans une seule charge perforante, conçu spécifiquement pour venir à bout du blindage multicouche des grands navires de guerre. Ce n'est pas une arme de précision au sens conventionnel du terme. Elle n'a pas besoin de l'être. Une ogive de cette taille qui détonne contre la coque d'un porte-avions n'a pas besoin d'être précise. Elle a besoin d'arriver. Le radar SPY-1D de l'Abraham Lincoln a détecté le lancement du Sagil 3 à 14h22, soit 9 minutes et 31 secondes avant l'impact. Le missile s'est élevé depuis un lanceur mobile positionné sur une crête côtière dominant le golfe d'Oman, grimpant Stipli à plus de 24 000 mètres d'altitude avant d'entamer sa phase de descente terminale vers le porte-avions opérant à 340 km au sud. 9 minutes et 31 secondes, c'est normalement suffisant pour intercepter plusieurs fois une menace balistique standard. Face au Sagil 3, ces 9 minutes ont révélé quelque chose que le groupe de frappe n'avait pas pleinement mesuré avant que l'engagement ne soit déjà lancé. Le premier intercepteur SM-6 a été tiré à 14h24 depuis l'USS Delberde. Black, positionné 30 000 nautiques au nord de l'Abraham Lincoln sur l'axe de menace de la formation. Le SM-6 est l'intercepteur balistique le plus performant de la flotte de surface de la marine américaine et il a neutralisé chaque menace balistique qu'il a affrontée dans ce conflit. La solution de tir était propre. La géométrie d'interception favorable. Le SM-6 a atteint son point d'interception calculé à 14h25 minutes et 33 secondes. Le Sagil 3 n'y était plus. Le missile avait exécuté une manœuvre terminale, une correction de trajectoire dans sa phase de descente finale qui avait dévié sa course de 4,2 degrés, suffisamment pour invalider la solution d'interception dans les 3 secondes séparant le calcul du tir de l'arrivée du SM-6. L'intercepteur a explosé dans le vide. Le Sagil 3 a poursuivi sa descente. Le deuxième SM-6 a été lancé 11 secondes plus tard sur une solution actualisée. La même chose s'est produite. Le Sagil 3 a corrigé à nouveau, cette fois de 2,8 degrés, et le deuxième intercepteur n'a rien trouvé. Le troisième SM-6, tiré depuis l'USS Michael Murphy sur le flanc et de la formation, s'est vu attribuer la géométrie d'interception la plus agressive disponible. Une approche quasi frontale qui laissait au Sagil 3 le minimum de temps possible pour exécuter une correction. C'était la tentative la plus proche du succès parmi les 3. L'intercepteur a explosé à 23 mètres de la structure du Sagil 3 à 14h27 et les éclats de son ogive ont frappé la section de guidage du missile, endommageant 2 de ses 4 gouvernes de contrôle et dégradant sa capacité de manœuvre terminale d'environ 60%. Le Sagil 3 était touché. Il n'était pas arrêté. Sa trajectoire était devenue partiellement imprévisible. Un missile blessé tombant à 3200 mètres par seconde vers un porte-avions qu'il ne pouvait plus viser avec précision, mais qu'il ne pouvait plus éviter d'atteindre non plus. À 14h28, le système Phalanx SIU installé sur l'étrave de l'Abraham Lincoln s'est activé et a commencé à suivre le contact entrant. Face à un missile balistique en phase terminale, le Phalanx se heurte au même problème mathématique que face à toute menace hypersonique. La fenêtre d'engagement se mesure en fractions de seconde. Et la probabilité que les obus de 20 mm interceptent une cible se déplaçant à cette vitesse est calculée par le propre ordinateur de contrôle de tir du système à 6,1%. Le Phalanx a tiré quand même. Les obus n'ont rien trouvé.
Le commandant de l'Abraham Lincoln, le contre-amiral Christie, observait l'engagement depuis le centre d'information de combat depuis la détection du lancement à 14h22. Elle avait vu 3 SM s'y échouer à stopper le missile et un 4e le blesser partiellement. Elle avait vu le Phalanx cracher sa rafale dans le vide. Et elle avait compris, avec la clarté particulière de quelqu'un qui a joué ce scénario en simulation pendant 11 ans, que le Sagil 3 allait toucher son navire. La question n'était plus de savoir si. La question était de savoir où. Un missile balistique en phase terminale descend selon un angle prononcé, généralement entre 60 et 80 degrés par rapport à l'horizontale. Le Sagil 3, avec ses gouvernes endommagées, descendait à 71 degrés sur une trajectoire qui, sans correction, frapperait le pont d'envol de l'Abraham Lincoln. Le pire scénario possible, une ogive de 1100 kg détonnant au milieu des aéronefs stationnés, des conduites de carburant et des personnels au travail à l'air libre. Elle disposait d'une seule option et d'environ 90 secondes pour l'exécuter. Elle a ordonné pleine vitesse en avant et barre à gauche toute. L'Abraham Lincoln, 100 000 tonnes de porte-avions à propulsion nucléaire, a commencé son virage. La physique de ce que elle tentait n'avait jamais été testée opérationnellement. Un missile balistique descendant à 71 degrés sur une trajectoire endommagée ne peut pas corriger assez rapidement pour suivre une cible qui modifie son angle de présentation dans les 60 dernières secondes de vol. En virant brusquement sur bâbord, elle changeait la présentation de l'Abraham Lincoln face au missile entrant, faisant pivoter le porte-avions de sorte que son étrave étroite, plutôt que son vaste pont d'envol, soit face au point d'impact prévu du Sagil 3. L'étrave d'un porte-avions n'est pas blindée contre les impacts balistiques. Rien ne l'est. Mais la section avant abrite des chaînes d'ancre, des espaces vides et des compartiments de contrôle des avaries spécifiquement conçus pour absorber les inondations. Le pont d'envol, lui, abrite des aéronefs, du carburant, des munitions et 5000 personnes travaillant à l'air libre. Le choix entre les deux n'était pas difficile. Le Sagil 3 a percuté l'étrave tribord de l'Abraham Lincoln à 14h31 et 22 secondes. 14 mètres au-dessus de la ligne de flottaison, 31 mètres en arrière de l'écubier. L'ogive de 1100 kg a détonné au contact. L'explosion a arraché une brèche de 22 mètres dans le revêtement de l'étrave, effondré 3 compartiments vides avant, crevé la soute à chaîne d'ancre et envoyé une onde de pression à travers la section avant qui a gauchi 2 cloisons intérieures et provoqué des inondations dans 4 compartiments simultanément. La colonne de souffle s'est élevée à plus de 60 mètres au-dessus du pont d'envol. Le navire a tremblé de la proue à la poupe avec une violence suffisante pour projeter des membres d'équipage au sol dans des compartiments situés à 400 mètres du point d'impact. 2 marins travaillant sur le détachement d'ancre avant ont été tués sur le coup. 7 autres ont été blessés dans les compartiments avant par l'onde de pression et l'effondrement des cloisons. L'inondation a commencé à 14h31 et 44 secondes. 4 compartiments avant prenant l'eau simultanément. Le système de contrôle des avaries enregistrait les brèches et activait automatiquement le contre-remplissage pour empêcher l'étrave de s'enfoncer. Les équipes de contrôle des avaries, 340 marins spécifiquement entraînés pour cela, traversaient la section avant dans les 90 secondes suivant l'impact, étayant les cloisons, fermant les portes étanches, luttant pour contenir l'inondation au compartiment avant et empêcher sa propagation vers l'arrière. L'Abraham Lincoln gîtait de 2,3 degrés sur tribord du fait de l'inondation asymétrique. Sa vitesse était tombée de 30 nœuds à 22 nœuds, l'inondation augmentant la traînée sur l'étrave. Son pont d'envol était intact. Sa propulsion était intacte. Ses systèmes d'armes étaient intacts. Son système de combat à Aegis était intact. À 14h32 et 11 secondes, l'officier de pont a donné le signal de lancement au FA-18F positionné sur la catapulte avant. Le pilote a senti le porte-avions trembler sous lui au moment où la catapulte s'est déclenchée et le Super Hornet a accéléré de 0 à 305 km/h en 2,2 secondes, s'élevant depuis le pont d'envol dans le ciel de l'après-midi. 40 secondes après qu'une ogive de 1100 kg avait détonné à 14 mètres au-dessus de la ligne de flottaison sur l'étrave du navire, l'Abraham Lincoln catapultait encore des aéronefs. Mais l'engagement n'était pas terminé. Parce qu'au moment où le Sagil 3 avait décollé de son lanceur mobile sur la crête côtière à 14h22, il avait fait ce que fait chaque grand missile balistique à propergol solide à l'allumage. Il avait brûlé. Le moteur biétagé à propergol solide d'un Sagil 3 produit à l'allumage un panache d'échappement atteignant des températures supérieures à 3000 degrés Celsius, visible par les capteurs infrarouges à des distances supérieures à 800 km. Le propre système de suivi infrarouge passif de l'Abraham Lincoln avait capturé la signature du lancement à 14h22 et 0,4 secondes. Les coordonnées précises du lanceur, l'azimut du lancement, et le sillage d'échappement du moteur du premier étage au moment de son extinction et de sa séparation à 14h22 et 31 secondes.
Ces données avaient été enregistrées en continu et automatiquement depuis l'instant du lancement. Le lanceur mobile avait commencé à se repositionner dès que le missile avait quitté le rail. La doctrine iranienne pour les lanceurs balistiques mobiles est précise. Tirer et se déplacer immédiatement, atteindre la position secondaire en moins de 8 minutes, ne jamais rester sur le point de tir plus longtemps que nécessaire. L'équipage du lanceur avait répété cette séquence des centaines de fois. Il savait que les systèmes américains pouvaient remonter jusqu'à l'origine d'un lancement. Ce qu'ils n'avaient pas pris en compte, c'est ce qui arrive à la signature thermique d'un moteur fusée à propergol solide après son extinction. Les gaz d'échappement refroidissent lentement, laissant dans l'atmosphère au-dessus du point de lancement une traînée thermique qui se dissipe en environ 4 minutes et 40 secondes dans les conditions d'altitude et de température présentes ce jour-là au-dessus du golfe d'Oman. Pas une traînée de fumée visible à l'œil nu. Une traînée de gaz en cours de refroidissement, visible par les capteurs infrarouges passifs d'un aéronef volant en altitude avec le bon équipement. Les deux FA-18F Super Hornets, en patrouille aérienne de combat à 8500 mètres d'altitude au nord-est de la formation, suivaient la signature de lancement du Sagil 3 depuis 14h22. Leur nacelle de désignation Hadflir avait verrouillé la traînée thermique dès l'instant où le missile avait franchi la crête côtière, et il avait suivi en continu pendant les 9 minutes et 31 secondes de l'engagement, observant le lanceur se repositionner en temps réel, suivant son déplacement sur la route côtière vers sa position secondaire à 6 km du point de tir, construisant une solution de ciblage qui se mettait à jour automatiquement au fur et à mesure du déplacement du véhicule. Au moment où le Sagil 3 frappait l'étrave de l'Abraham Lincoln à 14h31, les deux Super Hornets disposaient d'une solution de ciblage précise à 4 mètres près sur un véhicule qui se trouvait à 4,7 km de sa position de tir initiale et roulait à 35 km/h vers une position secondaire qu'il n'atteindrait jamais. À 14h33, 2 minutes et 11 secondes après l'impact du missile, le Super Hornet de tête a largué deux bombes guidées GBU-31 JDAM depuis 8500 mètres d'altitude. Le GBU-31 est une bombe guidée par GPS de 900 kg avec une erreur circulaire probable inférieure à 5 mètres. Les coordonnées de ciblage ont été mises à jour en continu jusqu'au moment du largage, en utilisant les données de traînée thermique accumulées pendant 11 minutes. La première bombe a frappé le véhicule lanceur à 14h34 minutes et 22 secondes, 1 minute et 22 secondes avant que le véhicule n'ait atteint sa position secondaire. La seconde bombe a frappé 3 secondes plus tard. Le lanceur, l'équipage et la capacité de l'Iran à tirer un autre Sagil 3 depuis cette position ont cessé d'exister à 14h34 minutes et 22 secondes. Dans le centre d'information de combat de l'Abraham Lincoln, le contre-amiral a reçu l'évaluation des dommages à 14h36. Lanceur Detroit. Position secondary non atteint. Elle a regardé le tableau de bord du contrôle des avaries. Inondation contenue aux 4 compartiments avant. Gîte stabilisé à 2,3 degrés. Vitesse 22 nœuds. Pont d'envol pleinement opérationnel. Tous les systèmes d'armes nominaux. 9 aéronefs avaient décollé du pont d'envol depuis l'impact du missile. 3 autres étaient en approche pour récupération. Elle a saisi le circuit vers la 5e flotte et a formulé son rapport en 2 phrases. L'Abraham Lincoln a encaissé un impact à l'avant. Il est opérationnel et poursuit la mission. L'Iran a tiré son arme la plus puissante restante contre le porte-avions le plus puissant du monde. Une ogive de 1100 kg qui a arraché une brèche de 22 mètres dans son étrave, tué 2 marins, inondé 4 compartiments et incliné le navire de 2,3 degrés sur tribord. Et 40 secondes après l'impact, le pont d'envol catapultait un nouvel aéronef. Et 2 minutes et 11 secondes après l'impact, les Super Hornets avaient localisé le lanceur qui avait tiré. Et 1 minute et 22 secondes après cela, le lanceur avait cessé d'exister. L'Abraham Lincoln n'a jamais cessé de faire voler ses appareils. Il n'a jamais ralenti en dessous de 22 nœuds. Il n'a jamais suspendu ses opérations aériennes. Il a repris cap sur sa mission avec une brèche dans l'étrave et a continué. Parce que c'est ce que fait le porte-avions le plus puissant du monde quand on le frappe avec tout ce qu'il vous reste. Et ça ne suffit toujours pas.